à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1. On va faire le débrief de ce week-end du côté du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix. On aura bien entendu le bilan des Bleus, top et flop, et les différents classements en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant ce Grand Prix de Formule 1. N'hésitez pas à me donner votre avis également, notamment sur la pénalité annulée après coup de Fernando Alonso, mais sur le timing notamment de cette pénalité, on y reviendra. N'hésitez pas également EPS 2.0, TikTok. TikTok, il va y avoir du contenu. EPS 2.0, il y a toujours un épisode en attente. Je vais essayer de l'écrire cette semaine. C'est pas dit encore une fois parce que le calendrier est chargé, mais c'est vraiment l'objectif. Et puis, n'hésitez pas également à aller voir la chaîne YouTube, à aller regarder un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche. Si vous avez raté des vidéos, n'hésitez pas à regarder les playlists également sur la chaîne YouTube. Du côté de l'Arabie Saoudite, comment vous dire ce que j'avais un petit peu prédit, c'est-à-dire qualification très passionnante, avec en plus des écarts qui étaient extrêmement réduits entre les différentes voitures. Hein. Les qualifications, Gasly par exemple, il passe en Q3 pour vraiment pas grand-chose. C'est une 411 voilà, pour 40 millième. Il passe en Q3 par rapport à Hülkenberg. Ça a été très serré pendant tout le week-end entre les différents pilotes. Ça joue à 10 millième près pour Tsunoda par rapport à Bottas. Tout le week-end a été extrêmement serré en qualification pendant les essais libres. Par contre en course, il n'y a pas eu photo, hein, les Red Bull étaient au-dessus. Et puis on s'est un peu ennuyé ferme, hein, même s'il y a eu un safety car, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de relances de course. Les dépassements n'étaient pas très intéressants, on avait plutôt des passages, je dirais, grâce au DRS que des véritables dépassements, des véritables... Alors il y a eu quelques bagarres parfois, je pense notamment au dépassement de Piastri sur son équipier où c'était un petit peu intéressant. Sinon la défense également de Sargent qui était intéressante pendant la fin de Grand Prix. Mais c'est vrai que ça n'a pas été la course de l'année. Et comme souvent en Arabie Saoudite, hein, le circuit, c'est très compliqué de dépasser sur cette piste parce que vous avez peu de place, vous avez peu de dégagement et qu'en plus, vous pouvez très vite vous faire déventer. C'est pas facile de suivre sur ce circuit et ce qui fait que ça fait tout de suite des écarts assez importants. Et autant les qualifs sont intéressantes, autant la course pas très passionnante. On passe... aux différentes choses qui se sont déroulées pendant ce week-end. Premièrement, la pénalité de Fernando Alonso. Moi, ça me pose un problème, cette pénalité, c'est les pénalités après coup, qui arrivent après le Grand Prix et là, après le podium. Moi, je pense qu'à partir du moment où on fait le podium, il est acté. À part dans le seul cas où j'avais dit, et je le répète, quand on a des problèmes sur les voitures, c'est-à-dire que les voitures ne sont pas conformes. Oui, là on peut déclasser, mais seulement si la voiture n'est pas conforme. Les pénalités de type de course, c'est-à-dire on dépasse les limites de la piste, on a eu un comportement dangereux sur la piste, ça doit être dans les 5 minutes qui suivent l'arrivée du Grand Prix. Voilà. À partir du moment où il y a le podium, les pénalités c'est fini, c'est trop tard. Vraiment. Et là, je me demande comment on a mis autant de temps avant de donner la pénalité. C'est-à-dire qu'on met quand même plus de 45 minutes, parce qu'on la met 10 minutes après le podium. On met 1h15 pour savoir si les mecs ils sont intervenus trop tôt sur la voiture ou pas assez tôt sur la voiture. Donc s'ils sont intervenus avant les 5 secondes ou après les 5 secondes. Il faut 1h15 pour déterminer ça en Formule 1. C'est inquiétant pour les autres catégories. 1h15 pour donner une pénalité. C'est pas normal sur une pénalité comme ça de course. Et surtout qu'il n'était même pas... parce que nous, c'était terrible pour les téléspectateurs, on ne comprenait pas pourquoi on disait ça à Russell d'accélérer pour qu'il soit dans le gap des 5 secondes. Et même Mercedes se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas dit à Hamilton d'accélérer, alors qu'Hamilton il aurait pu repasser une place aussi en cas de pénalité d'Alonso. Il serait resté 5e du Grand Prix, alors que s'il avait accéléré, ça joue à 4 dixièmes, un truc comme ça.
S'il avait accéléré, si on avait dit à Hamilton d'accélérer, il aurait pu également repasser devant Alonso en cas de pénalité. Mais je trouve ça exceptionnel, assez exceptionnel, pardon, le temps que ça prend pour mettre une pénalité parfois. Et surtout, moi, je ne supporte pas les pénalités après le podium. Voilà. À part dans le seul cas, la voiture n'est pas conforme et qu'il faut démonter la voiture pour le déterminer. Mais à partir du moment où on dit qu'il y a le podium, c'est bon, quoi. Ce genre de pénalité-là, ça doit tomber pendant le Grand Prix. Si ça tombe pas pendant le Grand Prix, bah, c'est trop tard. Qu'on décide, alors dans ce cas-là, dans la course d'après, de mettre une pénalité sur la grille ou une pénalité financière. Mais pour moi, les pénalités en termes de résultats, ça doit être au moment où la course se termine. Après, c'est fini, c'est terminé. La course, le résultat est acté. Moi, j'en ai vraiment marre de ce type de pénalité. La pénalité, encore une fois, sur la grille de départ, j'ai vu une photo alors, faut se méfier parce que là, c'est quand même un peu au millimètre près, mais je trouve qu'il n'y avait pas qu'Alonso qui était mal placé sur la grille de départ, hein. Il y a des pilotes en deuxième partie de peloton qui sont autant décalés qu'Alonso. Donc pour moi, ils auraient dû également avoir cette pénalité. Moi, je trouve que ce truc-là, en plus, c'est très compliqué parce qu'une voiture de Formule 1, les places en Formule 1 sont pas très larges. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt élargir les emplacements aussi, à partir du moment où on met cette pénalité-là en place, élargir des emplacements. Parce qu'une Formule 1, essayer de faire un créneau avec une Formule 1, c'est impossible. Bah, c'est un peu la même chose, c'est demander de faire un créneau, presque un créneau à une Formule 1 seule, se placer à cet endroit-là de la piste, au millimètre près. Ou qu'on mette qu'on le sache dès le départ avec des capteurs, parce qu'en plus j'ai l'impression que c'est pas des capteurs. Si on met des capteurs sur les lignes, on sait si le pneu est lié ou il y est pas, et ça mettrait une info directement et la pénalité elle serait au bout de 2 tours, elle serait donnée au bout de 2 tours. Là en plus c'est un peu à l'appréciation des commissaires. Je trouve que c'est un peu le bordel parce que là encore une fois en deuxième partie de peloton il y a des mecs qui sont mal placés. Du coup, sur la ligne d'Alonso, il y a des pilotes qui sont mal placés, hein, qui sont quasiment dans la ligne d'Alonso. Donc voilà, je suis assez surpris par ce type de pénalité. On va revenir sur le safety car. Moi, je trouve ça là aussi assez exceptionnel qu'il y a des gens qui se plaignent qu'il y ait un safety car sur la piste. Je pense qu'il faut plus se plaindre quand il n'y est pas que quand il y est. Il y a eu un safety car, oui, la voiture de Stroll n'avait pas l'air d'être dans une position dangereuse. Mais moi, je préfère déjà qu'on mette des safety cars dans ce genre de situation plutôt qu'on prenne des risques, notamment à Pierre Gasly, on se souvient à Suzuka cette année, ou à Jules Bianchi. Ça aurait peut-être été pas la même chose s'il y avait eu un safety car, ça aurait peut-être évité l'accident. Donc moi, je préfère qu'on ait des safety cars en ce genre de situation. On ralentit la vitesse à ce moment-là et je trouve ça très intelligent et je ne comprends pas les gens qui se plaignent qu'il y ait un safety car. Moi je ne me plaindrai jamais qu'il y ait un safety car en piste, voilà. Je préfère qu'on fasse trop de sécurité plutôt que dans ce genre de cas plutôt que pas assez. Je préfère qu'on ait trop de safety car que pas assez. Et il y en a des qui ont dit ah ouais, j'aurais préféré une virtual safety car. Mais les gens sont complètement stupides. Il y a un moment, une virtual safety car, ça donne des arrêts gratos. Alors là, c'est même plus. Parce que là, les arrêts, ils coûtent quand même un petit peu de temps. Ça a juste permis à Alonso de faire que sa pénalité soit gratos à Alonso. Ça a juste permis ça, mais vous perdez quand même un petit peu de temps avec un arrêt sous safety car. Mais une VSC, c'est vraiment l'arrêt gratos parce que vous allez à la même vitesse sur la piste que dans la voie descente. Donc c'est vraiment l'arrêt gratuit à ce moment-là. Et je vois pas. Moi, je ne supporte pas les VSC en course. Je vous le dis, pour moi, une VSC, ça doit être utilisé en séance d'essai pour éviter de perdre du temps, en qualification pour éviter de perdre du temps. Par contre, absolument pas en course. En course, on doit utiliser le safety car. Et moi, je préfère qu'il y ait trop de safety car plutôt que pas assez. Donc, je suis assez surpris par des gens qui vont nous emmerder après en disant oui, Pierre Gasly, c'était trop risqué, et en même temps qu'ils disent ce genre de choses. Moi, je préfère qu'il y ait trop de safety car plutôt que pas assez, parce que l'année dernière, Pierre Gasly, on est passé vraiment à ça du drame, vraiment à ça vraiment du drame. Et moi, j'aurais préféré qu'il y ait un safety car pour éviter peut-être un drame à Jules Bianchi. Et voilà, moi, je préfère qu'il y ait trop de safety car que pas assez, vraiment. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit peu toutes les... Oh non, oui, je peux rajouter une polémique du week-end. On n'avait pas fini avec les polémiques du week-end, c'est avec Franck Montagny. C'est fou, c'est que
Donc on n'a vraiment plus le droit de faire un accent maintenant. C'est-à-dire que Yuki Tsunoda, si tu le prononces à la japonaise, c'est Tsunoda, comme il l'a fait. Il l'a prononcé parfaitement. Je rappelle quand même qu'il a été pilote chez Super Aguri, donc l'accent japonais, je pense qu'il connaît. Je pense également que si Franck Montagny avait un problème avec les Japonais, il n'aurait pas couru chez Super Aguri, il aurait peut-être même pas couru en Formula Nissan, Franck Montagny. Donc il y a un moment accusé de racisme, Franck Montagny, parce qu'il a dit correctement à la japonaise un nom d'un pilote, et qu'il ne l'a pas dit à la française. Je trouve ça assez remarquable. C'est quand même, enfin moi je dis souvent les noms à la française, et on me le reproche. Donc il y a un moment, il va falloir trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire, est-ce qu'on prononce à la française ou à la japonaise? Et est-ce que si on prononce dans la langue natale du mec, est-ce que c'est insultant et raciste? Alors je veux bien, mais bon, à un moment, on va pas s'en sortir. Et en plus, j'espère que ces gens-là qui accusent de racisme Franck Montagny, eh ben, j'espère que ces gens-là ne font pas non plus l'accent du sud-ouest, l'accent québécois, l'accent belge également, parce que c'est aussi discriminant que de faire l'accent japonais. Voilà, je le précise un petit peu. Tu vois, avec ce genre d'antiracisme-là primaire, c'est comme le féminisme primaire, l'écologie primaire qu'on a vu sur le Tour de France. Et ben, ça te donnerait presque envie d'être raciste avec des gens comme ça, vraiment, hein, parce que c'est le genre de choses qui fait plus de mal à la cause, ça n'aide vraiment pas la cause. Voilà, ce genre de comportement. D'accuser Franck Montagny de racisme. Regardez un petit peu la carrière de Franck Montagny, vous verrez qu'il a quand même été souvent avec des Japonais dans les équipes. Et que si ça lui posait de problème, je pense qu'on l'aurait vu bien avant. Mais bon, c'est des mecs qui adorent attaquer Canal+, j'ai l'impression sur la Formule 1 aussi, parce que c'est des mecs qui sont bloqués également par Julien Febvreau. Et je pense que pour être bloqué par Julien Febvreau, faut quand même en tenir une couche. On passe à la note du Grand Prix. Moi, j'ai mis 8 sur 20. C'est un circuit où il n'y a pas d'ambiance dans les tribunes et où le circuit est bon en qualif, mais pas bon en course. On se fait chier en course, il faut le dire. Là, les 50 tours, je me suis pas très amusé. En plus, j'ai regardé la qualif le matin, les 2 courses du F2 aussi d'affilée. Et même en F2, il n'y a pas un grand spectacle hein, sur cette piste. Donc, heureusement que Pourchaire a fait une attaque kamikaze. Est-ce que dire attaque kamikaze maintenant c'est raciste? Parce qu'on va voir. Mais bon, du côté de Pourchaire, c'est peut-être la seule chose qui a animé le Grand Prix, la course en F2. Sinon, on se fait chier. Vraiment, c'est un circuit qui n'est pas fait pour les courses. C'est un circuit qui est intéressant en qualif, mais qui n'est pas fait pour un Grand Prix. Il n'y a pas de zone de dépassement quasiment sur cette piste. C'est quasiment impossible de dépasser. Ce qui pose un petit peu un problème si on veut amener du spectacle. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan de l'équipe de France, comme la surnomme Franck Montagny. Ocon Gasly. Je vais faire un avis global sur les deux. Je vais pas faire un avis spécifique pour Ocon et spécifique pour Pierre Gasly. Pour moi, on ne sait pas trop où en est Alpine. C'est-à-dire que je suis toujours un petit peu dans le flou. Là, ils avaient un bon rythme en qualif. En course, c'était un peu moins bien. Je trouve que l'écart par rapport au top team en course était important. Par exemple, l'écart avec Mercedes était important, alors qu'en qualif, l'écart avec Mercedes était vraiment réduit. C'est vrai que samedi soir, on pouvait se dire, tiens, Ocon, il peut peut-être se battre avec Hamilton. Il peut peut-être se battre avec Sainz, puis qu'on sait que Sainz n'a pas un très bon rythme de course. Et bah, les voitures en course n'avaient pas un super rythme, notamment Gasly et Ocon. Il y a toujours un petit écart de performance entre Gasly et Ocon, mais qui s'est quand même bien resserré par rapport à Bahreïn. Donc on va voir sur d'autres pistes. Là, on était plutôt aux alentours de 2 dixièmes entre Ocon et Gasly, on va dire, sur les tours rapides. Donc ça s'est quand même resserré entre les deux. Bon, Ocon, il fait encore une course solide, mais il pouvait pas faire beaucoup mieux. Il prend la 8e place, mais il était un peu dans un no man's land. C'est-à-dire que derrière lui, c'était Gasly. Mais Gasly était quand même plus lent que lui et Gasly ne l'a jamais menacé. Et devant, ça allait trop vite. Il n'a pas pu défendre face à Verstappen. Il n'a pas pu défendre face à Leclerc parce que les deux pilotes allaient beaucoup plus vite. Donc ce qui fait qu'il était un petit peu dans un no man's land où très vite, il a été seul. Hein, parce que devant, il y avait un groupe de 5. Au bout de 5-6 tours, il était déjà isolé. Esteban Ocon. Bon, il y a eu un moment où il a eu un peu de bagarre avec Tsunoda, parce que Tsunoda, c'est Tsunoda, c'est arrêté au bon endroit. Et au bon moment pendant le safety car, il a eu cette chance-là que n'ont pas eu les pilotes alpines.
ni les pilotes Ferrari notamment. Après, pour Ocon, c'était pas un Grand Prix, je pense, exceptionnel en termes de spectacle dans la voiture. Gasly a eu peut-être un peu plus de bagarre. Mais du côté d'Alpine, on a du mal à savoir s'ils sont en capacité pour le moment d'aller chercher les équipes de devant. Et on se dit que c'est un petit peu toujours la même chose avec Alpine. C'est pour ça qu'il y a une sorte de déception quand même aujourd'hui. Parce que ils sont quand même revenus en Formule 1 en 2015. Ça fait donc 8 ans qu'ils sont revenus en Formule 1 en tant qu'équipe officielle. Je rappelle, c'est 2015 qu'ils reviennent en tant qu'équipe officielle. Euh, Ça fait donc 8 ans et on a l'impression que ça fait depuis 4-5 ans que Alpine reste un petit peu au même niveau. Alors l'année dernière, ils ont fini 4e du championnat constructeur, mais ils étaient quand même encore loin des top teams. On s'attendait quand même, et c'était ce que nous disait Cyril Abitboul à l'époque, qu'on soit beaucoup plus proche des top teams. On s'attendait que cette année, ils soient plus proches des équipes comme Ferrari, Mercedes. Il y a encore un écart de performance avec ces équipes-là. En plus, vous avez Aston Martin qui pour le moment est devant eux. On va voir si Aston Martin ils vont pouvoir faire évoluer leur voiture. Ça va être la grande question et surtout parce qu'ils le disent, hein, ils vont modifier les 2 tiers de la voiture pendant la saison. C'est bien. Mais ça, c'est déjà en théorie. Si vous avez des évolutions qui ne marchent pas, ils ne pourront pas faire évoluer autant leur voiture. Donc, on va voir si les premières évolutions vont marcher du côté d'Aston Martin. Du côté d'Alpine, bah, ça serait bien d'aller chercher le gap qui manque par rapport aux gros teams. Après, encore une fois, on est sur un circuit qui n'est pas forcément représentatif de ce qu'on aura sur la saison. Peut-être que sur d'autres pistes, l'écart avec les top teams sera plus réduit que ce qu'il n'a été ce soir du côté d'Alpine. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu la petite déception du côté de l'équipe française parce que bah, on aimerait qu'ils se rapprochent quand même des équipes de tête et pour le moment, il y a encore un petit déficit de performance. On regarde tout de suite les pilotes au top. Du côté des pilotes au top, on commence avec une équipe Red Bull. Bah, ils sont au-dessus. Pour le moment, ils sont sur ce type de circuit-là, ils sont au-dessus. Ils sont 4-5 km/h au-dessus en vitesse de pointe. Vraiment, leur vitesse de pointe, elle est hallucinante. Avec le DRS, mais même sans le DRS. Parce qu'à un moment, c'est Perez qui n'a pas le DRS. Je sais plus, je crois que c'est Alonso. Alonso n'arrive pas à revenir sur lui. Vraiment, ça a été... Enfin, ils étaient au-dessus en termes de rythme. Par contre, il y a quelques petits trucs qui sont un peu moins bien. Premier truc un peu moins bien, bah, c'est qu'ils ont toujours des petits pains techniques. Alors je me demande si le problème de boîte de vitesse de Verstappen, c'était déjà pas le problème qu'ils avaient lors de la première course, qu'ils ont un problème sur l'arbre de transmission. Je ne sais pas, si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me l'indiquer. Si changer l'arbre de transmission, sans changer la boîte, mais juste changer l'arbre de transmission, ça équivaut à une pénalité de 5 places. Mais il y a un problème à ce niveau-là sur le modèle qui équipe la Red Bull de Verstappen. Il se plaignait déjà des micro-coupures lors du Grand Prix de Bahreïn. Il s'en est encore plein de manière encore plus intense pendant ce week-end. Donc il y a toujours un problème de boîte de vitesse. Au niveau de la boîte de vitesse, il y a un truc qui cloche du côté de la Red Bull de Verstappen que n'a pas Perez en termes de problème. Par contre, il y a un deuxième truc qu'il va falloir voir, c'est que Perez s'est un peu rebiffé quand même sur ce week-end. C'est-à-dire que Perez, il n'a pas écouté les consignes de l'équipe. L'équipe lui dit, tu dois ralentir. Et lui, il a dit dans la voiture, est-ce qu'on demande la même chose à Verstappen? Je ne crois pas, donc je ne vais pas ralentir. Et ce qui fait que Red Bull a dû respecter, a été obligé de ne pas donner de consignes. Alors que je pense que l'objectif était de donner des consignes à Perez, de dire bah, laisse passer Verstappen. Et Perez a dit non. Et ça, on va voir sur la suite de la saison comment ça va se passer. Mais ça peut être compliqué à gérer pour l'équipe Red Bull parce que Perez, il en a peut-être marre d'être le numéro 2. Vous savez, être pilote numéro 2, c'est pas forcément facile. Et au bout d'un moment, on en a marre d'être pilote numéro 2. Eddie Hardline, en 99, il en a marre d'être pilote numéro 2. Barrichello, à partir de 2004, il en a marre d'être pilote numéro 2. Et c'est pour ça même qu'il va se barrer chez Honda en 2006, parce qu'il en a marre d'être pilote numéro 2. C'est fatigant d'être numéro 2. Rosberg, à un moment, il en a eu marre. En 2016, voilà, pendant l'intersaison 2015-2016, il demande à avoir les mécanos d'Hamilton, il demande à être traité sur un pied d'égalité avec Hamilton, et Toto Wolff, il est obligé de respecter ça.
Ricardo, Verstappen. Ricardo, à un moment, il a dit j'en ai marre d'être numéro 2 de Verstappen, je veux être numéro 1, je pars de l'équipe Red Bull. C'est pas facile d'être numéro 2 et j'ai l'impression que notre ami Perez, ça fait 3 ans désormais, il entame sa 3e saison en tant que numéro 2, et je crois qu'il en a marre et je crois qu'il commence à le faire sentir à l'équipe et qu'il veut un traitement un peu plus important. Et il va falloir voir comment ça va se passer. Je pense que ça n'a pas plu à George Verstappen parce que vu la gueule qu'il tirait à l'arrivée, George Verstappen, on aurait dit qu'il allait à un enterrement tellement il faisait une gueule vraiment assez exceptionnelle sur le moment du podium. Mais il va falloir voir comment on va gérer cette situation, surtout si Red Bull est vraiment au-dessus du lot, si Red Bull est intouchable. Il va falloir voir comment ça va se passer. Parce que ça peut vraiment te pourrir la deuxième partie de saison. Une bagarre entre les deux. Et surtout, un Verstappen qui dit ah bah Perez il pleurniche tout le temps, moi j'en ai marre et je suis plus rapide. Et puis un Perez qui dit oui, mais moi si j'avais le même statut que Verstappen dans l'équipe, je pourrais avoir des meilleures performances. Ça peut vraiment être compliqué à gérer sur la deuxième partie de saison du côté de Red Bull. Donc il faut vraiment tenter de bloquer ça. Christian Horner, j'espère, fera un bon débrief avec l'équipe là-dessus. Deuxième pilote au top, Alonso. Pour le moment, c'est le 3e homme au championnat. Qui aurait pu y croire que Alonso serait le 3e homme, que Aston Martin serait la 3e force du plateau. Presque, pas grand monde. Mais Alonso, 2 courses, 2 podiums. 100e podium dans sa carrière, c'est ça aussi. Je critique souvent Alonso en disant que pour moi ça sera à l'égal de Piquet à l'avenir, mais 100 podiums c'est quand même quelque chose qui se respecte. 100 podiums en Formule 1, surtout sur 20 ans quasiment, puisque le premier podium c'était en 2003, c'était début de saison 2003. Donc là, voilà, ça fait 20 ans entre le premier et quasiment le dernier podium, donc assez exceptionnel. Et puis on voit que dans la voiture, ça reste un lion, Alonso, c'est-à-dire que quand il attaque, et il fait un super relais avec les hards. Le relais sur les médiums n'était pas exceptionnel. On avait l'impression qu'il avait du mal avec le train avant. Il prend un super départ, mais ensuite il n'avait pas un rythme si exceptionnel que ça parce qu'il se prend très vite 3 secondes 7, 3 secondes 8 d'écart avec Perez. Et on a senti qu'avec le pneu dur, ça allait beaucoup mieux pour Fernando Alonso, qu'il avait vraiment un meilleur rythme. Il faudra faire attention, ça veut dire que le C3 lui convient bien. Le C2, pardon, même lui convient bien, parce qu'il avait déjà été performant avec le C2 du côté de Bahreïn. Donc il faudra voir, c'est un pneu qu'on va quand même pas mal utiliser sur la saison. Si cette voiture se comporte bien avec le C2, ça peut être très intéressant. Et on voit surtout que l'Aston Martin a détruit assez peu ses pneus. C'était déjà le cas à Bahreïn, c'est encore le cas ici sur ce Grand Prix. Alors ça va peut-être être compliqué à gérer sur certaines pistes, on aura des conditions fraîches, où on aura du mal à faire monter les pneus en température, mais pour le moment c'est une voiture qui use peu les pneus. Et puis troisième pilote au top, c'est Zhou. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu dans l'ombre, parce que pour le moment chez Alfa Romeo ça se passe pas bien, sur ce circuit. Bottas avait pas de rythme. Et ils étaient derrière en termes de performance, même derrière la Haas. C'était la voiture à moteur Ferrari qui était le moins bien en termes de performance. Mais je trouve que Zhou a fait plutôt encore une fois un week-end solide. On a l'impression que c'est un vieux briscard en Formule 1 Zhou parce qu'il fait quand même peu d'erreurs. Alors l'année dernière, je trouve qu'il avait fait une très bonne première saison. La deuxième partie de saison avait été un peu moins bonne. Mais là, je trouve que Zhou, il est devant Bottas. En qualif, l'écart est vraiment maintenant réduit entre les deux pilotes, alors qu'on sait que Bottas est quand même excellent en qualification. Là, il est même devant en qualif. Il colle en Q2 une 29.6 pour Bottas, une 29.4. Donc il y a quand même 2 dixièmes en faveur de Zhou. En course, Bottas disait qu'il avait un truc caché dans sa voiture. C'est vrai qu'il n'avait pas de rythme, mais Zhou finit 13e. Pour le moment, avec une Alfa Romeo qui semble pas exceptionnelle, il y a pas mal de changements chez Alfa Romeo. On rappelle le passage vers Audi. Donc c'est vrai que Sauber en ce moment, c'est pas forcément facile pour l'équipe italienne. Eh bien, Zhou a fait vraiment du bon travail.
À voir comment ça va se passer sur les prochaines courses, mais c'est vrai que Bottas, s'il n'arrive plus à devancer Zhou en qualif, ça va commencer à être inquiétant pour Bottas. Parce que c'est un peu sa force ces qualifications, hein. Autant le rythme de course a toujours été un problème pour Bottas, autant le rythme en qualif c'était pas mal. Là c'est vrai que sur ce Grand Prix je trouve que Zhou a vraiment été bon pendant le Grand Prix. Donc c'est un truc sur lequel il faudra regarder, parce qu'il y aura peut-être des surprises dans les semaines à venir avec un Zhou plus performant que Bottas. Il faudra s'inquiéter peut-être à ce moment-là pour Bottas. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec McLaren. 2 grands prix d'affilée où ils sont nulle part, McLaren. Alors là, le petit Piastri en qualif, bon, il arrive à sortir un tour en qualif assez formidable qui lui permet de se classer 8 ou 9, je ne sais plus en qualification. C'est vraiment une très très belle qualif de la part de Piastri. Norris, il n'a pas été performant du week-end. Il casse une partie de sa direction en Q1. Ça, c'est vraiment pas l'idéal. Et je trouve que l'écart entre les deux est quand même réduit ce week-end. C'est-à-dire l'écart entre Piastri et Norris était assez réduit. Il faut qu'il s'inquiète un petit peu, Norris, hein, parce qu'on peut très vite passer de super pilote à au final, on l'a un peu surcoté ce pilote-là en Formule 1. Votre réputation peut très vite se détruire. Demandez à Ricciardo. Hein, sa première année chez Renault, ça lui a un peu pété sa réputation en Formule 1. Norris, là, il se fait en plus devancer en course par Piastri. Et le dépassement, il fait mal, hein, parce que plein d'autorité de la part de Piastri. C'est vrai que pour le moment, il ne devance pas son équipier totalement. Là, ce week-end, ça a été très compliqué pour Norris. La voiture n'est pas bonne de toute manière, ils l'ont dit assez vite. On s'est raté dans le concept de la voiture, hein, on est passé à côté. On verra si McLaren fait pas une version B de sa voiture, genre en avril ou en mai, où il décide de tout changer sur la voiture et de faire vraiment une version B. Mais c'est vrai que McLaren là est passé à côté. McLaren subit là aussi un peu des changements importants. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec McLaren. Il y a des discussions, il semblerait peut-être avec Honda. Mais on sait qu'Aston Martin discute aussi avec Honda, et je pense que Honda aurait plus intérêt à aller chez Aston Martin pour le moment qu'aller chez McLaren. Et surtout, du côté de McLaren, on n'arrive pas à s'en sortir quoi, avec la voiture. L'année dernière déjà ils ont régressé dans la hiérarchie. Là, début de saison qui est compliqué. L'année dernière ils avaient déjà eu un gros début de saison difficile. Alors on va voir sur les circuits européens s'ils vont retrouver du rythme, sur les circuits un peu plus classiques s'ils vont retrouver du rythme, mais pour le moment c'est difficile pour McLaren. Ferrari, deuxième pilote, deuxième équipe au flop, pas de rythme, surtout avec les hards, hein. Les hard, parce qu'encore avec les tendres, Leclerc fait un bon premier run en course avec les tendres. Et puis en qualif, c'est pas mal ce que fait Leclerc. Par contre, en course sur les pneus durs, ils ont vécu un calvaire, les deux pilotes Ferrari, hein. Alors en plus, pas de chance, c'est vrai qu'ils s'arrêtent juste avant le safety car. Ça c'est vrai que c'est pas de bol, parce que c'est vrai qu'au bout de 20 tours de course on se disait bon, il n'y aura pas de safety car, pas de chance il y a un safety car, et oui, ça a été compliqué, en termes de rythme sur les durs. Leclerc avait pas un rythme beaucoup plus rapide que Sainz. Après, je croyais que chez Ferrari nous avait dit Sainz c'est le numéro 2, Leclerc est le numéro 1. Mais bon, peut-être qu'ils se sont dit pour une 6ème place, on va pas demander à inverser les positions, ça va peut-être nous apporter plus d'emmerde que ça. Bon, après Leclerc, je suis pas sûr que ça lui ait vraiment énormément plu. Après Leclerc, faut qu'il fasse gaffe quand même, parce que je trouve qu'en communication, il faut qu'il travaille là-dessus. Que ça soit avec ses ingénieurs, que ça soit avec Sainz, je trouve qu'il communique pas bien. Leclerc, et ça nuit à sa performance. Je trouve que quand il critique quand même un peu ses ingénieurs en coulisses, alors pas en interview, hein, mais en coulisses, il est très dur avec ses ingénieurs. Il envoie des pics aussi à Sainz.
Parfois même dans les vidéos de promotion de Ferrari, il envoie des pics à Sainz. Faut travailler la communication, mon petit coco, parce que Sainz t'en aura besoin et il faut 2 pilotes performants pour faire marcher une voiture, pas qu'un seul. Sinon, tu vas dans le mur. Et du côté de chez Ferrari, bon, bah, Fred Vasseur l'a dit, on comprend pas les pneus. Voilà, pour le moment, on n'arrive pas à faire fonctionner les pneus plus durs. Nous, ça nous convient pas. On n'arrive pas à faire fonctionner la voiture avec les pneus et ils n'arrivent pas à faire chauffer correctement les pneus. Voilà, donc pour le moment, tant qu'ils peuvent pas faire fonctionner correctement les pneus, bah, ils peuvent pas être performants. C'est dommage parce que ce week-end, moi j'en attendais beaucoup de Ferrari, notamment sur un circuit qui leur avait plutôt bien réussi l'année dernière. Donc c'est vrai que moi ça m'a déçu ce week-end Ferrari. Encore un changement de moteur. Aussi chez Ferrari, on a encore changé beaucoup de pièces. Donc la fiabilité a pas l'air d'être exceptionnelle. Alors Laurent Mekies nous dit non, c'était juste pour être précautionneux et on a réglé tous les problèmes. Ok, mais bon, changer de moteur au bout de 2 courses, c'est quand même pas anodin. Et c'est particulier quand même pour le moment chez Ferrari au niveau de la fiabilité. Il y a des problèmes. Après, quand j'entends la presse italienne, je me dis, on a l'impression d'entendre les mêmes articles en 92 ou 93, quand il y avait la guerre entre les frères Agnelli à la tête de la Scuderia Ferrari et avec Prost, parce que Prost avait pas supporté et était parti fin 91, et en 92 c'était encore le bordel. Il a fallu que Jean Todt arrive pour nettoyer tout ça à partir de 94-95, on va dire. Mais du côté de Vasseur, bah, il va falloir aussi nettoyer tous ces bruits qui parasitent son travail. Toutes ces rumeurs qu'on a vues dans la Gazzetta, c'est un truc sur lequel il doit travailler et qu'il doit faire cesser, parce que forcément ça va mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe. Mais je pense pas qu'il parte. Fred Vasseur, il savait que la tâche allait pas être facile. Il savait très bien que Binotto c'était pas non plus un guignol, et il savait que la tâche allait être extrêmement difficile pour relancer Ferrari. Je crois pas qu'il était utopiste au point de se dire oh non, ça va être facile, ça va se faire les doigts dans le nez. Voilà. Je pense qu'il est pas con, Fred Vasseur. Et qu'il savait que pour rétablir la situation chez la Ferrari, ça allait prendre du temps. Bon, voilà, pour le moment, la voiture fonctionne pas correctement. Après, intéressant chez Ferrari, 2 très bons arrêts quand même. Hein. Ils ont mis moins de 3 secondes, ça c'est leur objectif, donc on peut se féliciter de ça quand même sur le week-end. Et puis je termine avec Hamilton. Week-end pas facile pour Hamilton. Alors déjà, bon, il fait une conférence de presse jeudi pour dire que ça va pas top avec la voiture et qu'il a besoin de provoquer du changement. Bon, il se sépare d'Angela Cullen, sa physio. Ça, j'ai envie de te dire que ça me fait... Je trouve qu'on en a fait des pataquès là-dessus. Alors ça, c'est un peu le phénomène Drive to Survive. Alors que c'était pas sa physio depuis le départ. Moi je me souviens de l'époque où son père était très présent à Hamilton avec son frère, où ils étaient très présents dans les paddocks, notamment chez McLaren. Elle était arrivée quand il est arrivé chez Mercedes, hein. Donc c'était une relation certes de 7 ans, mais c'était une relation où elle était même pas là pour le premier titre de champion du monde au final d'Hamilton. Donc c'est une personne qui est arrivée un peu sur le tard. Alors ils avaient une très bonne relation, ça c'est clair et net. Ils ont peut-être encore une très bonne relation après derrière. Regarde Elena et Loeb. Bon voilà, hein, ils se sont séparés. Elena est plus le copilote de Loeb. Ça veut pas dire qu'ils se font pas des bouffes ensemble à manger du saucisson sec. Mais du côté de Hamilton, voilà, il change de physio. Alors moi, ce qui me surprend plus, c'est pas qu'il change de physio, ça, qui décide d'arrêter sa collaboration avec Angela Cullen, bon, c'est un choix. Par contre, que ça arrive après le premier Grand Prix, ça je trouve c'est plus surprenant, parce que ça veut dire que c'est Angela Cullen qui a fait la préparation physique, ou soit c'est pas elle qui s'occupait de ça, il avait déjà un préparateur physique, je ne sais pas, hein. Mais c'est elle qui a fait la pré-saison, qui a préparé tout ça. Donc les changements, on les verra pas avant l'année prochaine. Il dit qu'il veut du changement, bah s'il veut du changement, pourquoi il l'a pas dégagé dès la fin de saison de l'année dernière? Voilà, il aurait plutôt fallu la dégager à ce moment-là, plutôt que faire un Grand Prix, dire rien ne va et puis la virer. Bon, après ça montre bien qu'on est dans une situation où c'est peut-être un peu tendu pour Hamilton.
On voit bien également que Lewis Hamilton, il sait qu'il est devancé pour le moment par Russell, il en a conscience, il n'arrive pas à être aussi performant que Russell, il n'est pas à l'aise dans la voiture, Toto Wolff le dit, il le dit dans la voiture, de toute manière, il ne le cache pas qu'il n'est pas à l'aise, et c'est sûr que quand vous n'êtes pas à l'aise dans une voiture, vous ne pouvez pas performer à 100%. Quand vous n'arrivez pas à comprendre comment se comporte votre voiture, vous ne pouvez pas performer à 100%. Et c'est peut-être l'avantage qu'a Russell sur Hamilton, c'est que Russell, il a commencé chez Williams avec une voiture qui avait un comportement erratique. Et Hamilton, c'est vrai qu'il est passé... Parce que même quand il est arrivé chez Mercedes, la Mercedes n'était pas catastrophique. Elle avait un gros souci d'usure des pneus, mais c'était pas une voiture catastrophique quand il est arrivé. Rosberg, Schumacher avaient fait le déverminage. Chez McLaren, il n'a jamais eu de très mauvaise voiture, à part en début d'année 2009. Et c'est peut-être le souci d'Hamilton, c'est que ça fait depuis très longtemps qu'il n'a pas été dans une voiture où il n'était pas à l'aise. Il avait toujours un minimum de confort dans toutes les voitures dans lesquelles il a roulé, alors que là, depuis l'année dernière, il n'est pas en confiance avec cette voiture. Il n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est peut-être le problème d'Hamilton, parce qu'on le voit qu'il a toujours la pointe de vitesse. Quand il a été en confiance sur les circuits où la Mercedes marchait, notamment Sao Paulo, il a fait des merveilles. Par contre, quand la voiture marche pas, il est en difficulté, alors que Russell arrive plus à s'adapter dans ce genre de situation, mais c'est peut-être dû au fait qu'il a commencé chez Williams. Bon, on verra pour la suite de la saison, mais c'est vrai que là, pour le moment, Hamilton, il est derrière son équipier. Forcément, ça fait un peu tâche pour le pilote anglais. On regarde les différents classements. Le premier classement, c'est le classement pilote. Du côté des pilotes, eh bien, pour le moment, c'est Max Verstappen qui est en tête assez largement, avec un petit point d'avance. Le assez largement était ironique, bien entendu, sur Sergio Perez. Alonso 3e, Russell qui est 4e, devant Sainz. Et il y a même une erreur sur mon classement, c'est que pour le moment il y a toujours la pénalité d'Alonso qui est marquée alors qu'il n'a plus la pénalité. Donc c'est Alonso avec 30 points devant Russell. Vous avez ensuite Sainz qui est devant Russell. Hamilton est pour le moment devant Russell. Vous trouvez donc Russell 6e, Lance Stroll, Charles Leclerc, Bottas, Ocon, Gasly, tous les deux à égalité avec 4 points. On retrouve ensuite le classement constructeur avec Red Bull en tête pour le moment dans ce classement constructeur devant Aston Martin, pardon. Et puis ensuite, on retrouve toutes les autres équipes avec Alpine qui est un petit peu en retrait par rapport à son classement de l'année dernière. Ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir corriger pour l'équipe française. Il va falloir retrouver un petit peu de performance. Prochain Grand Prix, c'est l'Australie, c'est dans 15 jours. On se retrouvera donc lundi ou mardi pour faire le débrief de cette course. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis là, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!